L'école en question, question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Radio Sénégal et à votre émission École en question. On dit de son écriture que c'est comme du vin, du bon vin. Elle se bonifie avec le temps. Avec sa plume acérée, il se fait sociologue et ceci avec le plus grand talent. Monsieur Abbas Ndione, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes fils d'un commerçant de Bargny. Vous avez suivi d'abord l'école coranique locale avant que votre père, vos frères et vous ne vous poussent à aller à l'école française. Monsieur Ndione, merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Sénégal. Vous êtes écrivain, mais il faut le dire, vous êtes infirmier à la retraite. Alors, l'actualité, c'est que le samedi 22 mai dernier, Bargny vous a fait honneur en donnant à sa médiathèque votre nom. D'abord, votre réaction quand on vous a fait part de cette décision? Bonjour aux auditeurs et à tout le monde. Ma première réaction a été la surprise parce que c'est pas commun de donner le nom d'un être vivant à une institution comme la médiathèque, la municipalité, comme toute autre, institution. Et c'est assez rare de voir un être humain être le parrain et porter le nom de cette institution. En général, on le fait pour ceux qui sont déjà morts. Ça m'a un peu surpris, vraiment. Je me demande pourquoi Bargny m'a fait cet honneur, parce que, je pense que je ne le mérite pas. Peut-être je ne le mérite pas, vraiment. Ça m'a fort surpris et ça m'a fait énormément plaisir aussi. Alors, Abbas Ndione, vous avez publié aux éditions Gallimard Ramata en 2000, La vie en spirale en 2004 et Mbekemi en 2008. Mbekemi à l'assaut des vagues de l'Atlantique, votre dernier roman consacré aux jeunes qui, poussés par un désir fou d'émigrer, montent dans les pirogues. Alors, question simple, qu'est-ce qui, selon vous, motive encore cette jeunesse à braver cet océan? Je ne sais pas exactement, je ne peux pas dire. C'est qu'ils se sentent mal à l'aise dans ce pays. S'ils y étaient bien à l'aise, ils ne seraient pas partis. Mais ce sont des jeunes qui sont là et qui n'ont aucune perspective, aucun avenir devant eux. Ils sont obligés de prendre la pirogue. Ils savent ce que ça signifie, les dangers qu'il y a. Mais ils croient que de l'autre côté de la mer, c'est l'Eldorado, ce qui n'est pas toujours vrai. Et qu'est-ce qui a changé par rapport aux premières vagues d'immigration? Les premières vagues, peut-être ils y trouvaient quelque chose. L'Europe n'était pas complètement à terre. Ils revenaient, ils faisaient des investissements dans le pays. Ils ont une maison, ils viennent, ils louent un véhicule et tout, qu'ils laissent entre l'un de leurs frères, tout ça là. Mais ce n'est plus possible. L'Europe est dans des difficultés et ceux qui y vont maintenant, ils ne trouvent absolument rien. C'est aussi sec, aussi creux qu'ici dans nos pays. En tout cas, ce roman-là, Mbekemi, vous l'avez publié en 2008. Aujourd'hui, en 2021, 13 ans après, on revoit les mêmes images de barrières métalliques érigées sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla pour arrêter cette vague d'immigration, d'émigrer en route vers l'Europe. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que selon vous, les différents régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays ont suffisamment fait pour trouver des solutions à ce phénomène? Peut-être que les États, les gouvernements, ils ont trouvé qu'ils ont assez fait pour que ces jeunes-là puissent rester. Mais on a vu que ça ne suffit pas, ça ne suffit pas aux jeunes. Je sais que déjà dans mon premier roman qui est paru, La vie en spirale, qui est paru il y a une trentaine d'années, c'était en 83 ou quelque chose comme ça, que c'est paru aux nouvelles éditions africaines avant d'être repris par Gallimard. Le problème était déjà soulevé. Les jeunes, il y a 150 000, maintenant ça fait 200 000 qui arrivent sur le marché du travail chaque année et on n'arrive pas à les caser. On avait promis
centaines de milliers d'emplois par année pour en faire 500 000, 1 million par an, mais on a vu qu'on est très loin du résultat. Et les jeunes, ne trouvant pas ce qu'ils veulent ici au pays, sont obligés de partir en Europe, croyant l'y trouver. Parce qu'aussi, Abbas Ndione, c'est aussi le problème avec ce mbekemi. Ça implique souvent à toute une fratrie, un point d'honneur même. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette histoire de Daba de Tchaoulène. Après le décès de son mari, il fallait qu'elle eût sa propre maison afin de mettre à l'abri, éduquer décemment ses enfants et leur assurer l'avenir. Et pour y arriver, elle ne voyait qu'une solution, immigrer en Europe. Même les femmes s'y mettent. Eh oui, les femmes et les enfants aussi. Parce qu'il y a un gosse qui a une dizaine d'années qui s'y met. Que serait-elle devenue si elle n'était pas partie, si elle n'avait pas eu la perspective de partir? Que serait-elle devenue? C'est la question qu'il faut se poser. Et qui allait l'aider? Qui allait s'occuper de son enfant ou de ses enfants? Énormément de questions à laquelle on n'a pas de réponse. Moi, je trouve qu'elle a trouvé la bonne solution parce qu'elle a vu, elle a entendu, parce qu'on connaît, nous vivons tous dans le même quartier, qu'il y a une comme elle qui n'est ni plus intelligente ni plus bête qu'elle, qui est partie en Europe comme les hommes et qui ont réussi et vraiment elle se dit que je vais faire comme elle. Même sa copine qui ne parviendra pas à la décourager, loin de là, la preuve s'exclama-t-elle. Et alors, les femmes aussi émigrent. Tu les as vues à la télé parfois avec leurs bébés dans les pirogues pour dire que les motivations vont même au-delà de l'imaginable, M. Ndione. C'est ahurissant ce qu'on voit à la télévision. Peut-être qu'ici en Afrique, on ne savait pas que le problème était aussi profond. Si je parle des dirigeants, les jeunes qui prennent les pirogues, ils savent à quoi ils sont confrontés tous les jours. Mais les gouvernants, ils sont toujours au-dessus. Ils ne regardent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Et pour les jeunes, à l'heure des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, ils doivent être bien informés pour savoir que voilà, il y a le danger. Tout le monde est informé. Et pourquoi on persiste à y aller? Ils n'y croient pas. De toute façon, quelles que soient les difficultés, on vit mieux en Europe qu'ici en Afrique. Si vous voyez dans quel état, une fois que vous partez en Europe et que vous revenez, vous dites que nous sommes en retard pour plusieurs siècles. On est loin du compte. Moi, je crois que le problème se trouve là. Il faut que l'Afrique se rattrape. Il faut que l'Afrique parvienne à se prendre elle-même en charge et ne pas attendre tout de l'Occident. L'Occident ne fera absolument rien pour nous, absolument rien, sinon nous exploiter. Il appartient à nous qui sommes exploités de briser la chaîne et de devenir libres enfin. Au fond de l'océan, j'écoute la voix de mes frères qui résonnent. Partis pour l'Eldorado, certains sont restés captifs. Un espoir qui se transforme en cauchemar. Je parle de l'horreur que subit l'Afrique noire. Exploitée depuis la nuit des temps par les colons avec leurs complices à col blanc. Il y a certes ceux qui réussissent cette traversée et parviennent à s'imposer, comme on dit, mais ce qu'on ne nous raconte jamais ou rarement, ce sont ces accidents en mer. Mbekemi est traversé par ces récits douloureux. À la page 68, par exemple, avec le déchaînement de la nature qui s'accentua, le vent qui redoubla d'intensité, les vagues s'élevant plus haut, le gouffre devenant abyssal et les montagnes d'eau qui s'abattaient sur la pirogue et la balayaient, la malmenèrent plus sévèrement encore. La traversée, c'est également cette peur continue qui habite ces passagers à bord. Ouais, il ne faut pas croire que la traversée, elle est peinarde. Elle n'est pas, c'est des difficultés. Personne ne peut contrôler les forces de la nature. Vous avez le beau temps, comme dans le livre, c'est le beau temps. Le gosse qui a 10 ans qui se lève et qui voit le point de destination avec les lumières en pleine ville et tout ça. Ils se disent que demain nous arriverons à destination. Mais en moins de 5 minutes, tout bascule. C'est la tempête. Personne ne peut maîtriser la nature. Personne. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. La météo ne dit que des prévisions. Ça tombe alors que personne ne s'y attend, comme dans la pirogue, et c'est le bouleversement total. On ne peut pas compter le nombre de jeunes qui sont
rester dans la mer. Personne, on donne des chiffres gratuitement, mais on est bien au-dessous de la véritable réalité. Vraiment, vraiment. Il y a cette tempête où Kaba va mourir emporté par les vagues et étonné d'être encore en vie, attristé et abattu par la mort de leur compagnon, à qui Bailey avait rendu brièvement un hommage poignant, parlant de sa jeune femme épousée il y a moins d'1 an, qu'il attendait chez son oncle, avec dans son ventre leur premier enfant qu'il ne verra jamais. Et c'est cela aussi, cette émigration. Derrière chaque disparition, Moussa Ndione, il y a toute une vie, tout un avenir qui part avec. Tout un avenir qui part, vraiment. Vous voyez, le vrai Kaba dont je parle dans le roman, c'est quelqu'un qui existe. Son propre fils, son fils aîné, Ngalebo, il s'appelle, je crois, quelque chose comme ça, je ne retiens plus son nom. Il est parti dans la pirogue, il n'est jamais parvenu à destination et il n'est jamais revenu. Et il a laissé une femme en état de grossesse qui a déjà un enfant. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'est devenu cet enfant. Et assurément, il est mort en mer. Il est mort en mer. Il y a des milliers de gosses dans son genre qui perdent la vie sans que leurs parents ne sachent ce qu'ils sont devenus. Sont-ils arrivés? Ne sont-ils pas arrivés? S'ils ne sont pas arrivés à destination alors que leurs propres copains sont arrivés, et il a déjà quitté la maison, il n'est pas revenu, c'est qu'il est mort en mer. Oui, des films apocalyptiques défilent souvent dans les mémoires des proches des disparus. Ces morts sans sépulture, on les imagine affrontant les vagues, luttant contre les vents, souffrant du froid et de la faim, puis agonisant sans secours. C'est cela également la face hideuse de cette traversée qu'on raconte rarement. Ceux qui sont mangés par les poissons n'ont pas de sépulture, mais ce qui arrive sur les côtes ont le plus souvent des sépultures. On ne sait pas s'ils sont devenus, si c'était des musulmans ou des chrétiens, mais ils ont une sépulture anonyme où il n'y a aucun nom ni autre chose. Ceux qui ne parviennent pas à destin, qui sont restés en mer, sont mangés par les poissons. C'est un véritable drame auquel ceux qui ont à donner des réponses n'en donnent pas. Ceux qui ont à donner des réponses, ce sont les gouvernants. Il leur appartient de travailler pour que la jeunesse de leur pays ne désire plus s'expatrier pour aller à la recherche d'un Eldorado qui n'existe nulle part. En Europe, actuellement, ils vivent plus durement que nous. Parce que nous sommes habitués à la pauvreté, nous sommes habitués à la saleté, à nos ordures, aux mauvais gouvernants, aux prix qui montent, aux difficultés dans les écoles et tout ça là. Mais l'Europe est beaucoup plus fatiguée que nous. Nous sommes habitués à ça. Comme disait un homme politique, on nous a habitués à la saleté, on nous a habitués aux ordures. Nous vivons dans ça. C'est pas quelque chose de nouveau chez nous. On ne connaissait pas. Il y a une trentaine d'années, on ne connaît pas. Il n'y avait pas ce laisser-aller où personne ne contrôle personne. Vous voyez ce qui s'est passé dans le pays. Qui a réglé le problème? Ce sont les marabouts et les autres. Sinon, que nous serait-il arrivé sans les déclarations des marabouts? Autant laisser les marabouts diriger le pays, parce que quand on est en difficulté, quand tous les problèmes paraissent insolubles, on va s'agenouiller devant les marabouts. Vous avez passé cette enfance-là dans le milieu Lébou. Vous avez été témoin des premières vagues de départ de jeunes vers l'Europe. Aujourd'hui, avec la rareté des poissons, nos pêcheurs ont-ils trouvé à travers ce mekemi un autre moyen de subsistance? Ils n'en ont pas. Avec les chalutiers qui viennent de l'extérieur et qui pêchent en une demi-matinée le produit de la pêche des artisans, des pêcheurs artisanaux pendant 1 an, pendant 2 ans. Ils font ça en 2 journées ou n'importe quoi. On ne trouve plus les poissons. Moi, je suis fils de pêcheur. Quand j'étais enfant, mon père avait une pirogue à la maison et son grand frère avait une pirogue. Mais c'était le beau temps. On vendait pratiquement le poisson, on le donnait. Il suffisait de vendre 1 ou 2 articles pour avoir ce qu'on voulait. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le poisson s'est raréfié en qualité et en quantité. Autrefois, on avait de gros poissons, vraiment, maintenant, on n'a même pas... C'est du monnaie fretin auquel
on est confronté et il est devenu beaucoup plus cher. Et on se trouve devant cette situation fantastique où pour moi qui suis l'égout de Bargny, ça m'étonne que le poisson coûte plus cher que la viande. Ce n'est pas possible. Le bon poisson coûte beaucoup plus cher, sinon aussi cher que le poisson, que la viande. C'est des situations que j'ignorais vraiment. Comment ça a pu se transformer de cette manière-là? C'est que la mer n'a plus de ressources et ça va disparaître de plus en plus avec les gros chalutiers qui sont là, qui on dispense des, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des licences. Des licences ou n'importe quoi. Alors que les Africains n'ont pas les moyens, même la pêche artisanale, parce que le poisson qui est élevé au bord de la plage, mais il vient d'en haut. Il vient d'en haut et il vient ici, mais il ne vient plus. Tout a été... C'est un véritable gâchis. Alors, je vais vous citer une auteure qu'on adore ici, Fatou Diom, dans sa dernière publication de quoi aimer vivre, dans la nouvelle intitulée La marmite du pêcheur. L'indignation, cette colère de l'auteur du roman Le ventre de l'Atlantique. Partout au Sénégal, le tchéboudienne coutumier devient un plat de luxe, même sur nos îles. Sols, raies, requins, nous mangeons maintenant des espèces que nous dédaignions, même les sardines que nos enfants grillés en chantant sont vendus en boîte dans les supermarchés européens. Déboussoler les poches vides de vaillants pêcheurs restent à quai quand ils ne vont pas grossir les foules de chômeurs en ville. Ouais. Le poisson coûte horriblement cher. Moi, quand j'étais gosse, le lot, ce qu'on appelle le lot à Breguet, mais aucune famille ne mangeait ça, c'était jeté. Nous, on récupérait le poisson, on le grillait pour le manger, et c'est la peau qui nous intéressait pour faire du tam-tam. Ça ne se mangeait pas. Mais maintenant, c'est le lot qui est le poisson qui est plus cher. Ça me fait vraiment rire, quoi. Quand une fois, comment dirais-je, un toubab est venu m'inviter pour qu'on aille à Hambourg, pour qu'on y passe la nuit chez lui et tout ça. Je suis parti avec mon épouse. Et au dîner, pour lui, c'était quelque chose de grandiose, vraiment, c'est du lot qu'on allait nous servir. Moi, je ne savais pas ce que signifiait le lot, je croyais que c'était un... Mais quand on l'a posé, je me suis dit que c'est ça à la Breguet, quoi. Et je me suis souvenu de mon enfance, c'est un poisson qu'on ne mangeait pas, et voilà que le toubab le prend pour le poisson le plus important, le plus vraiment. Alors, elle poursuit, il n'y a que les bœufs pour s'étonner que ces désespérés finissent par risquer leur vie dans l'émigration clandestine. De quoi auraient-ils peur, hein? De quoi tout leur paraît préférable aux tourments qui les chassent de chez eux? L'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, c'est notre hantise à tous. Et crois-moi, pour qu'il soit autrement, la solution ne sortira pas d'un poulailler. En tout cas, M. Abbas Ndione, vous décrivez dans vos romans le quotidien d'un Sénégal fait d'espoir et de dégénérescence. Une gangrène qui mortifie à tous les pans de la société, si ce n'est la résistance d'esprit courageux et sain. En dépit de tout cela, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que ce pessimisme-là, n'est-il pas finalement le plus grand victorieux? Bon, pessimiste, est-ce que je suis pessimiste? Moi, je crois qu'il y a toujours une lumière qu'on entrevoit au fond de l'obscurité. Je ne suis pas si pessimiste que ça, mais je me pose des questions. En tout cas, je fais un constat, et ça c'est un constat réel. C'est que, je ne veux pas dire le Sénégal, mais les pays africains ne parviennent pas à retenir leurs enfants, leur jeunesse qui est leur plus grande richesse, et on n'y peut absolument rien avec toutes les contraintes, toutes les défenses, tout pour les empêcher de partir. Ils partent. C'est ça le vrai drame. Il faut que les gouvernants, il faut qu'ils travaillent pour pouvoir maintenir les enfants dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne m'occupe pas de politique. Vous n'avez pas la recette. Vraiment, je n'ai pas la recette, mais je fais le constat. Le constat est là et nous sommes tous témoins de ce qui se passe. Personne ne peut retenir ces gosses-là. Ils partiront tant qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils vont chercher ailleurs, ce qu'ils croient trouver ailleurs.
Tant qu'ils ne le trouveront pas dans ce pays-là, ils partiront. Et de la société dépeinte dans votre roman Ramatan, publié aux éditions Gallimard en 2000, que d'impunité d'une élite perdue dans les vices de la corruption, excès de pouvoir, prévarication, impunité. Pourquoi cette tendance à toujours vouloir mettre le curseur sur ces comportements qui pourrissent la société dans son ensemble? Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. N'intéressent personne. Je ne veux pas dire, moi, ça, il appartient aux politiciens et à leur, je ne sais pas, leur laudateur de dire qu'ils ont très bien travaillé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là où il y a des rectifications à faire. C'est ce que j'ai à dénoncer. Il faut le dénoncer. Je le dénonce et c'est ce qu'il faut dénoncer. Mais je ne suis pas particulièrement contre un gouvernement ou n'importe quoi. C'est pourquoi je ne suis pas là pour dire que ça va très bien. Quand ça va, il faut dire que ça va très bien. Et quand ça ne va pas, dire que ça ne va pas très bien. C'est que bon, quand ils font ce qui est très bien, c'est qu'ils sont toujours derrière en train de courir pour attraper le diable par la queue. Ils ne règlent absolument rien. C'est leur travail, c'est ce qu'ils devaient faire depuis très longtemps. Ils ne le font pas. Ce n'est pas parce que tu le fais maintenant qu'on doit t'applaudir. C'est un travail qui devait être fait très, très longtemps. Tandis que ce qu'il y a à dénoncer est toujours là. Personne n'a jamais rien fait pour faire quoi que ce soit. C'est maintenant parce que le pays a failli brûler qu'on se rend compte qu'il faut écouter la jeunesse, parce qu'on connaissait leurs problèmes bien avant. On connaît, les gouvernants ne sont pas bêtes, ils connaissaient leurs problèmes, mais ils ne savaient pas que ça avait atteint ce point. Ça allait exploser. Ça allait exploser de cette manière. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Essayer de donner du travail en leur donnant de l'argent. Il y a une expérience qui n'a pas réussi. Déjà, on reprend les mêmes erreurs. Et pour vous, ça ne va pas aboutir? Pour moi, ça n'a pas espoir. Franchement, j'ai aucun espoir. Je le disais en début d'émission, vous êtes infirmier de brousse à la retraite. Vous êtes décrit comme étant une personne modeste. Alors, cette modestie peut-elle expliquer ce dégoût, cette rupture apparente avec ce monde de Richard? Non, mais moi, je suis né dans le quartier le plus arriéré et le plus pauvre de Bargny. Ngoude, c'est le quartier le plus traditionnel aussi, où il y a les vraies valeurs se trouve dans ce quartier-là, franchement. Mais nous sommes, on dit que nous sommes les plus sauvages, mais pourtant c'est le quartier qui marche le mieux à Bargny. Et tous les jeunes qui ont eu à fréquenter la maison qui était, je ne sais pas, on l'a appelé le Karambaya, c'est-à-dire une université populaire. Il y a eu des gouverneurs, il y a eu des ingénieurs, tout le monde est passé par là-bas, tout le monde, ils sont passés à la maison. Malheureusement, on était stigmatisés, on disait que c'était des bandits qui faisaient cela. Une fois, d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, il y a un grand frère qui est venu me voir, j'étais à Sangalkam. Quand il arrive à la maison, il me trouve en train de prier, la prière du Takosan. Il était sidéré. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait, il me dit que non, mais moi, ce qui se passe dans ce village-là, je ne comprends pas. Je lui dis quoi? Il me dit que pas plus tard qu'hier, avant-hier, quand j'ai dit que je venais à Sangalkam, qu'on avait du travail, on nous avait embauchés pour un travail temporaire, on a eu à parler de toi parce que tu étais... Il paraît que tu es contre... On m'avait dit que tu étais contre la prière. Tu avais obligé ton père à ne plus prier à la maison. C'est pourquoi il était obligé de partir à Sarajevo que j'étais un véritable mécréant, quoi. Moi, je viens, je te trouve en train de prier. Et je dis que mais moi, j'ai toujours prié, ça m'étonne. C'est les ragots que les gens racontent. Les ragots que les gens racontent. Je lui dis que j'ai toujours prié. Je lui ai dit que ton responsable politique, il est beaucoup plus âgé que moi. C'est un grand frère à moi, il a 6 ans de plus que moi, mais c'est moi qui lui ai appris à prier. Je suis né dans une école. Pendant 20 ans, mon père avait donné un bâtiment pour en faire une école arabe. C'est l'un regret que j'ai. Sinon, j'aurais pu apprendre l'arabe parce que dans ma propre maison, il y avait Oustaz Sek, Oustaz Momar Sek, qui fait l'émission avec, comment dirais-je, il a enseigné chez nous pendant une 20aine d'années.
dans ma propre maison. Un Goudé. En Goudé, vraiment, dans l'ancienne boutique, il en a fait une école et on ne paie absolument rien. De toute façon, lui, il ne paie absolument rien pour la location et tout. Il a enseigné là-bas pendant une quinzaine d'années. C'est là où il a préparé ses examens pour aller en Europe ou au Maroc et ensuite il est revenu. Et en partant, il a donné l'école à Mbaye Ndoye qui s'en occupait. Abbas Ndione, invité de l'école en question. Alors, cette histoire de Ramata Kaba, étrange destinée que celle de cette femme, elle qui avait tout pour être heureuse, mais ne l'était pas dans sa quête effrénée de bonheur. Elle ne rencontra que Fodi. Et cette histoire-là de Ramata Kaba, vous la tenez d'où? C'est de l'imagination, honnêtement, c'est de l'imagination, tout, de l'imagination, mais qui s'appuie sur des faits réels qui se sont passés, et je trouve mon explication à moi et non l'explication qu'on me donne. Parce que aussi, c'est ça votre génie littéraire, Abbas Ndione. Au cours de vos longues narrations, pêle-mêle, tour à tour, le lecteur est ému jusqu'aux larmes, il est content, il sourit, frémit, on s'exclame pour dire Ndeysaan, pour exprimer une pitié, on apprend énormément dans vos écrits, on songe à Dieu, à ses prophètes, on pense à l'au-delà, à l'enfer, au paradis, au jugement dernier. Tous ces sentiments-là, on les traverse quand on lit le roman. Il y a tout. C'est le Sénégal des 40 premières années, c'est-à-dire le Sénégal indépendant jusqu'aux 40 ans d'indépendance en l'an 2000. Quand on lit le roman, c'est le Sénégal. Je ne donne pas quelque chose d'étranger, je ne grossis pas les faits, je ne les diminue pas, mais je raconte la réalité. La réalité, c'est la frigidité d'une femme qui doit faire face à la société, au regard de la société. Ramata, quand une femme est frigide, elle ne le dit pas. Elle le dit, parfois son mari n'est même pas au courant. Son mari sait elle-même que la femme, pour connaître le plaisir, ou elle-même, Ramata, elle l'ignorait et tout cela. Et voilà que par un brigand, voilà, elle connaît la félicité, elle connaît la belle vie, et elle s'accroche, elle ne veut plus. Pourtant, elle avait tout pour réussir, cette femme. Mais malheureusement, on ne l'écoute pas. La société ne comprendra jamais. Elle ne comprendra jamais. Elle est comme ça, la société. Elle ne nous écoute pas. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre celle-là. Tout le monde l'envie. Tout le monde, les femmes l'envient, les hommes voudraient l'avoir auprès d'eux. Tout le monde, mais pourtant, elle n'est pas satisfaite. Pourquoi? Pour des futilités qu'elle ne peut elle-même pas expliquer. Vous voyez son drame. Elle ne peut pas expliquer ce qui lui arrive, mais ce qu'elle veut le plus au monde, qu'elle pouvait obtenir, la société lui refuse pour quelle considération. Son bonheur. Voilà. Je le disais, avec vous, on en apprend beaucoup. Et comme ça, Sangalkam, c'est Sangalkam recouvre Thiam Mbengue. Racontez-nous, Abbas Ndione, cet épisode lié à l'une des plus glorieuses pages de l'histoire de l'époux. Mais c'est une histoire vraie. C'est là où ça s'est passé quand le Damel est venu voir Balobé Diop qui lui a dit que je ne donne plus du sable et des coquillages pour nutrir. Si vous voulez du poisson sec, il faut payer. On ne vous le donne plus. C'était courageux. Et c'est la justice. Je ne peux pas faire autrement. Si mes ancêtres le faisaient et les autres tout au nom de Jésus, je casse ce règlement-là et à partir d'aujourd'hui, ça va se passer comme ça parce que c'est ceci la justice. Et il est parti au combat et il a vaincu le Damel de Kayor qui était impensable, aidé par les sacrifices, et parce que ces sacrifices-là, le sacrifice a été fait et ça a coûté très cher parce qu'il a fallu sacrifier une fille de 10 ans. Vous savez, cette histoire-là se trouve quand je me réveille le matin à Baye, à Bargny. Quand je me réveille, je suis face au fétiche. Un fétiche que tout le monde respecte. Les femmes viennent de Rufisque, tous les lébous. Quand tu dois partir à la guerre, tu viens faire 7 fois le tour de ce fétiche et tu reviens. Quand une nouvelle femme arrive
Elle est épousée, elle vient de Rufisque de Thiawlène, elle fait 7 fois le tour du fétiche là pour rentrer avant de rejoindre son domicile conjugal. C'est un fétiche qui et les gens, ils y croient toujours. Oh, on y croit. Les totems, nos lieux sacrés, à Baradiar, par exemple, Voilà. nos totems Ndogal, à Bargny, à Mamdiare, Kumba Castel, Mamkumba Lamb, le Daour. Ce sont des choses qui existent et nous y croyons. Peut-être l'islam nous interdit de nous en occuper, mais ce sont des faits qui existent. Une fois, j'ai posé la question à Baye Daouda Seck, le grand féticheur de Bargny qui collaborait même avec l'hôpital de Fann et tout ça. Je lui ai dit que est-ce que ça ne le gênait pas de s'occuper de fétiches et de rap, de khamba et de tout ça. Il m'a dit, mais Abbas, comment peux-tu me poser cette question? Nous, quand nous rentrons dans les fétiches et qu'on sort le baobab et tout ça là, nous disons Ouz billahi minash shaitani rajim. Les raps ont été créés par Dieu. Et il y a des musulmans parmi eux et des mécréants parmi eux. C'est pour eux qu'il nous a envoyé la religion qui se trouve dans le livre. Nous, Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir parler avec eux, d'avoir des relations très intimes parfois avec eux et qui nous défendent ou qui nous protègent. C'est quand tu ne les acceptes pas qu'ils te font du mal. Mais une fois que tu les acceptes, mais nous sommes des musulmans et nous acceptons, nous avons affaire au génie. Les autres, ils sont contre nous. C'est comme dans la vie courante. Et moi, je les ai vus faire des miracles, soigner des gens. J'ai vu Baye Daouda Seck qui a soigné des gens qui étaient complètement malades, qui ont fait Fann, qui ont fait un peu partout, et avec des cérémonies en 3 jours, tout au plus en une semaine, qui parvient à les guérir complètement. Un pays Lébou et un pays Sérir, ça fait... Après, en tout cas, cette déculottée infligée aux puissants damels du Cayor, tous les villages Lébou, sous le charme, sont venus prêter allégeance à Balobi Diop. Et il leur tiendra ce discours mémorable. Vous savez très bien que le Lébou ignore le roi. Les Lébou n'ont pas besoin d'un damel, mais de solidarité entre eux. Est-ce de là qu'est partie cette forme de solidarité qui caractérise aujourd'hui le Lébou? Jusqu'à présent. En tout cas, ils sont accueillants. Nous ne reconnaissons pas les Lébou, nous ne reconnaissons pas les rois. Un roi pour chez nous, il n'existe pas. Et même les hommes politiques, ils se méfient de Bargny. Ils savent ce qu'il y a à Bargny. Vous avez vu la centrale à charbon. Et quand ils sont partis se plaindre auprès du Khalif général pour qu'il les aide par des prières pour que la centrale marche, il leur a dit de faire très attention. Avec Bargny, tant qu'on ne s'entend pas avec eux, ils vous créeront toujours des problèmes et cette centrale ne marchera pas tant que nous ne nous entendrons pas avec les gens de Bargny. Bargny a ses secrets. Les secrets des Lébou, tout se trouve à Bargny, on ne peut pas tout dire, malheureusement. En tout cas, dès le début de Ramata, vous y allez avec cette superbe comparaison entre le vieux pêcheur Santiago dans Le vieil homme et la mer d'Ernest C'est comme Fatou Diom dans son dernier roman. Voilà, peut-être qu'elle vient de découvrir Santiago et elle le dit, même j'ai écouté son émission. Voilà, et Mme Abdoulaye Djen Dengoudeux. Même après sa mort, le vieux Bargnois a continué à faire des merveilles. C'est un vieux que j'ai connu. Vous l'avez connu? Que j'ai très bien connu, qui me connaissait, que je voyais tous les jours, qui est un oncle à mon père et tout, et le personnage a existé. Et cette histoire de disparition en pleine mer. C'est exactement c'est comme ça que ça s'est passé. Il a disparu pendant la mer, on disait qu'il était mort, qu'il s'était noyé et tout. Et un bon beau soir, il débarque sur la plage avec... et il a vécu des années et des années encore. C'est un vieux que j'ai connu. On peut faire tout un roman de sa vie, vraiment. Et il est beaucoup plus intéressant que Santiago et plus intéressant que je ne le décrive dans le livre même. Ainsi donc, certains dignitaires Lébou auraient négocié avec les autorités coloniales au nom des traités signés il y a des siècles entre leurs ancêtres, comment que la presqu'île du Cap-Vert soit détachée du reste du Sénégal et dotée du statut de département ou territoire d'outre-mer français. Ça, c'est la réalité. Quand De Gaulle est venu en 1959 pour qu'on s'occupe de l'indépendance du Sénégal,
Les vieux l'ont convoqué à Dakar. Il a envoyé un plénipotentiaire pour discuter avec. Et il leur a dit que nous ne sommes pas comme les autres Sénégalais. Okay. Nous avons été toujours français et voici les accords qu'on avait signés et tout. Nous ne sommes pas pour l'indépendance, c'est ce que disaient les Lébou. Mais c'est Mamadou Dia qui a dit que ça, il se passe quelque chose de très dangereux. Si on laisse faire, ils vont réussir, ces gens-là. À partir du moment où ils ont la capitale à Dakar et non plus à Saint-Louis, vraiment, ils ne vont plus demander leur indépendance. Et les Français seront confrontés à ce problème qu'on ne peut pas séparer la capitale du reste du pays. Donc, nous restons Sénégalais tous dans notre ensemble, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça, les Saint-Louisiens ne lui pardonneront jamais. Ils ne l'ont jamais pardonné à Mamadou Dia. Franchement, ils ne l'ont jamais pardonné à Mamadou Dia, sans savoir pourquoi il l'a fait. C'était pas pour c'est pas ce que cherchait Mamadou Dia, c'est-à-dire à transférer la capitale parce que Saint-Louis, c'est déjà la vieille ville et tout cela, il faut une nouvelle capitale. Non. Sinon, parce qu'on allait diviser le Sénégal, le Cap-Vert du reste du pays. C'est à cause de ça que Mamadou Dia a transféré la capitale. Et je trouve qu'il n'a pas tort. Il n'avait pas tort. Il n'a pas tort. Alors, et nos ancêtres même n'avaient pas raison. Le Cap-Vert fait partie du Sénégal. Entièrement, totalement, vraiment. Il n'y a même pas à discuter. Alors, le rapport du Sénégalais avec les deniers publics, le pouvoir, l'argent, entre autres, vous en parlez à travers le personnage de Matar Samb, le mari de Ramata Kaba, homme intègre qui a su compter sur ses mérites, des boulans, des bérets govoy. Vous dites-vous, nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Parce qu'il se trouve que plus la somme détournée est élevée, plus l'impunité est garantie. Il n'y a aucune action judiciaire. Là, vous vous attaquez aux élites également. Vous avez déjà vu quelqu'un se suicider ici parce qu'il y a un scandale? Sinon, celui qu'on a pris avant-hier avec parce des qu'on est des croyants. Parce qu'on est des croyants, peut-être. Musulmans, chrétiens, on n'a pas le droit de mettre un terme à notre vie. Le musulman, le croyant, on lui interdit de bouffer l'argent public. Et il le fait, il ne croit même pas en Dieu. Ce type-là, s'il le dit, c'est faux. S'il le dit, c'est faux, il ne croit en rien du tout. On n'a jamais vu un homme politique, même, il a fallu attendre Mamadou Seck pour qu'il y ait une démission. Il a été accusé, il était ministre des Finances, il dit, moi, je démissionne en attendant qu'on s'occupe de ce problème. On a cherché, on a fouillé, refouillé. Mamadou Seck qui est de Mbao. On a recherché, on a tout fait, on n'a rien trouvé contre lui. Vraiment, et pendant qu'il avait démissionné, après, le président Wade l'a repris dans son gouvernement. Il a été le seul, et le premier et le seul à ce jour. Je n'ai jamais vu quelqu'un démissionner de son poste ou cela parce qu'il a été accusé. Il s'en balance. Ce n'est pas un problème. C'est vrai ce qu'ils disent, mais il suffit de se taire et de faire le dos rond. Au bout d'une semaine, un autre scandale va venir remplacer celui-là. Et c'est comme ça que ça marche. Justement, vous le dites, les journalistes, eux, ces perroquets de service, la plupart du temps, renseignés par de faux camarades. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un homme politique. C'est un homme politique sénégalais qui fait partie des plus influents de ce pays, qui a traité les journalistes. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? De perroquets de service. C'est comme Maître Wade qui a traité les gens de l'opposition ou de n'importe quoi, d'être comme les esclaves du 19e siècle en Amérique. Si on a lu autant n'importe là-bas, on te donne la liberté, on te donne tout. Tu es libre, tu t'en vas une semaine après, tu reviens. Tu reviens, tu vas voir la patronne, ma patronne, vraiment. Nous voulons être des esclaves. La liberté, c'est pas pour nous, c'est pas bon pour nous. Vous voyez, voilà, et ils ont raison de le dire. Parce qu'ils sont nés dans la ferme, ils ont grandi là-bas, ils ont été toujours entretenus par la maîtresse, la patronne ils ne savaient rien faire. Même quand tu te soignes, c'est la maîtresse de la ferme qui doit te donner le médicament pour te soigner. Vraiment. Et on les laisse dans la nature, ils ne mangent plus. Quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas te soigner, tu ne sais même pas où est-ce que tu te retrouves. Et ils retournent à la maison, là où ils ont toujours vécu en esclaves. Ils disent que nous préférons être esclaves qu'être libres. Si la liberté, c'est ce que nous avons connu d'or. Mais la liberté, ça demande une responsabilité.
Un esclave n'a aucune responsabilité, tandis que quelqu'un qui est libre, il a toute la responsabilité du monde sur ses épaules et qu'il faut supporter. Matar Samb, le mari de Ramata Kaba, mort officiellement de crise cardiaque, l'œil du témoin révélera qu'il s'est suicidé et l'on reprochera aux journalistes d'avoir commis une faute professionnelle, de n'avoir pas enquêté là où il fallait afin de vérifier la véracité de l'information avant d'en faire un scoop. On voulait lui faire avouer le nom de son informateur, même Ndione. Les journalistes, c'est bien connu, se font toujours un point d'honneur de ne jamais révéler la source de leurs informations. Si ce problème-là, il est tranquille. Ça, il ne peut absolument rien. Pourtant, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais il ne peut pas le prouver. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on parvient à prouver. Et le droit français, pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait des preuves irréfutables contre lui. Et ces preuves-là, on ne peut pas les retrouver, on ne peut pas les mettre à jour. Personne ne peut les mettre à jour. Malheureusement. Alors, Abbas Ndione, infirmier à la retraite, écrivain, invité de École en question sur Radio Sénégal, on vous décrit comme étant le père du roman policier sénégalais, surtout grâce à votre roman La vie en spirale, un livre qui sent le soufre, le cannabis, le yamba. Ici, on filme, on trafique à tous les étages, des jeunes chômeurs aux pontes des confréries, des riches aux officiers de police. Alors, comprenez-vous qu'à l'époque, que ce roman fasse scandale au Sénégal? Pour moi, ce n'est même pas un scandale, c'est la réalité qu'on ne veut pas regarder en face. Mais tout ce que je décris dans le livre, c'est la réalité, c'est exactement la réalité. Franchement, C'est quoi le problème avec les Sénégalais? Pourquoi ils vous ont reproché ça? Non, peut-être les autres, je ne sais pas qui m'a reproché. Il paraît qu'il y a, d'ailleurs, il y a eu un problème au Conseil des ministres même. Le lendemain, une semaine après, quand le premier C'était du temps d'eux qui était le président? Abdou Diouf. Abdou Diouf, ok. Abdou Diouf, Djiboka, ministre de l'information, Feu Djiboka, paix à son âme, et Wan, ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous voyez, ils ont eu un problème? Parce que Wan s'est dit que maintenant, la télévision, c'est le bordel. On met n'importe qui parle du chanvre indien comme si c'était je ne sais pas, qui accuse tout le monde, le président, les ministres, tout le monde est chanvre indien. Même les marabouts sont des chanvres indiens. Font usage du chanvre indien dans ce pays-là. C'est pas possible. Qu'est devenue la télévision? À la limite, il a fait l'apologie du chanvre indien à la télévision. Et l'autre qui dit que moi, j'ai pas suivi l'émission. Malheureusement, j'ai pas suivi, je ne peux pas répondre à vos questions. Mais on a envoyé une demande d'explication aux journalistes pour lui demander pourquoi il a laissé passer ça. Il a fait cette émission-là. La demande d'explication est venue. C'est à partir de là qu'on a su qu'il y avait des problèmes même en Oulia à cause de l'émission. Il a dit que mais quoi? J'ai fait mon émission. J'ai donné à la commission de contrôle qui a regardé du début à la fin et qui a pensé que cette émission-là doit pouvoir passer à la télévision sénégalaise. Et c'est eux qui ont fait passer l'émission, mais ce n'est pas moi. Moi, je n'ai fait que mon émission et je ne peux pas me censurer. Je suis obligé de faire... J'ai envoyé la commission a dit que l'émission a eu un retentissement colossal dans le pays au vu des retours que j'ai dans mon bureau. Mais j'ai jamais... Mais à la longue, on a laissé Sadakan tranquille. L'émission a été suspendue pendant... C'était Regard. Par le Regard pendant quelques temps et ensuite ça a repris. Et tout le monde, tout type qui publie un livre voudrait passer par Regard à cause de c'est une émission qui était très suivie. Que tout le monde suivait. Voilà. Et puis l'on nous apprend que sans un incroyable concours de circonstances, La vie en spirale n'aurait jamais été repéré par les éditions Gallimard en 1998. Est-ce qu'aussi, sans cette rencontre, l'écrivain Abbas Ndione n'aurait jamais existé? Il y a une chance inouïe à 2 reprises d'être bon parce que déjà en 91, il y a eu des écrivains qui sont venus ici au Sénégal qui ont acheté le livre, qui l'ont donné chez Gallimard. Le directeur de la collection qui venait d'être affecté là-bas a perdu le livre. 7 ans après, un autre écrivain passe en Afrique,
achète le livre et il lui amène. À la vue de la couverture, il te dit, mais tiens ce livre-là, ça fait la deuxième fois qu'on me le donne, il faut que je le lise pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Et il l'a lu. Et c'est parti comme ça. Il a pris son téléphone pour m'appeler. J'ai eu toutes les deux. En ce moment, ce n'était pas aussi facile avec le téléphone portable. Il m'a fallu me déplacer. J'ai un ami et un grand frère qui travaille à l'Assemblée nationale, qui était un ami à Sabara, Feu Sabara, qui m'a prêté son bureau et qui a composé le numéro. Tout de suite, on m'a demandé si je voulais que mon roman soit publié dans la collection Série Noire. Moi, je ne croyais pas. Franchement, je dis que moi, je donne mon avis tout de suite. C'est ainsi que ça a commencé. 7 ans après le premier passage, et c'est ce qui est sorti en 97, La vie en spirale. Ce qu'on attendait de ce roman, on l'a vu. Il a enseigné à l'université de Dakar, il a enseigné dans les lycées, collèges du Sénégal, il a enseigné dans toutes les universités du monde. J'avais encore 4 invitations parce qu'on l'avait traduit en anglais, en portugais, en espagnol. Et il y a quelqu'un qui s'occupait de la traduction en anglais. Je devais faire même 6 mois en Amérique, aux États-Unis, pour parler de mon livre à l'université de Salt Lake City ou quelque chose comme ça. Et ensuite, l'université de Californie est venue chez moi pour que j'y aille. Mais j'étais déjà malade, je ne pouvais plus partir. Alors, Abbas Ndione, vous aimez lire. Avec l'âge, est-ce que ça reste votre sport favori? C'est mon sport favori. Okay. Rien d'autre. Je ne connais que la lecture. Lecture, et maintenant j'ajoute la radio. La radio. La maintenant... radio me servait de fond sonore dans le temps, mais maintenant j'écoute ce que dit la radio et je lis. D'accord. Je passe tout mon temps à lire. Alors, parlons de la relève. On a cité tantôt Fatou Diom qui fait la fierté du continent. Nous avons aussi les Felwine Sarr. Est-ce que Fatou Diom n'est pas mieux connue que moi? Elle écrit très bien, ma nièce. C'est une parente à moi. Je sais qu'elle vous apprécie. Ouais, nous avons aussi les Felwine Sarr Betty. Ngaye Kébé, Fatoumata Diallo Ba, Rahmatou Sambesek, une parente de Bargny, voilà, entre autres belles plumes. Mon fils aîné a été l'ami de sa petite sœur. Ils ont 2 grands-enfants. Vraiment, on est liés, la famille est liée. Son père m'a fait les cours et je connais bien, ouais, on est unis. Maintenant, comment évaluez-vous cette littérature sénégalaise? L'œil du patriarche. Il y a beaucoup de livres qui sortent, mais très peu de romans. Et la vraie littérature, c'est le roman. Pour moi, c'est de toutes les créations artistiques, c'est le roman qui est le plus difficile, vraiment. Et c'est ce qui reflète la vie des gens. C'est pas avec un essai qu'on va connaître le peuple sénégalais. Un essai ne décrit qu'un petit problème dans ma société. Mais ce qui englobe toute la vie de la société et tout, c'est le roman. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de romans, mais on publie des livres. Il y a très peu de romans parmi les livres qui ont été publiés. Ça ira, on travaille, mais malheureusement aussi les Sénégalais ne lisent pas parce qu'ils ne veulent pas lire, mais parce que le livre coûte très cher. Mais il y a les parterres également. Oui, il y a les parterres. Il y a les parterres et ensuite, bon, ils font des efforts. Moi, quand La vie en spirale le roman a été inscrit au programme de l'université de Dakar, quand je l'ai dit à Patrick Renal, qui est le directeur de la collection, que le livre était entré à l'université, qu'il coûtait 8 presque 9 000 francs, il m'a dit que alors qu'un étudiant n'a même pas 15 000 francs dans sa bourse, il ne peut pas l'acheter. Ils ont cassé le prix et ils ont vendu le roman à 2 500 francs pour que tous les étudiants puissent se l'approprier. Et ça, c'est une très bonne action quand même. Et selon vous, est-ce que l'État est en train d'accompagner, de soutenir la production littéraire sénégalaise? Moi, en tant qu'écrivain, je n'ai pas besoin de soutien de l'État. Je trouve que l'État n'a absolument rien à faire pour Mais il y a un ministère dédié. Et que le ministère de la Culture devait même être supprimé. Un artiste n'a pas besoin d'un ministère de la Culture. Et il n'a qu'à se débrouiller. S'il parvient à vivre de ses œuvres, tant mieux.
S'il n'y parvient pas, c'est la volonté de Dieu. Les plus grands écrivains sont morts dans la misère, mais ils n'ont jamais sollicité l'État. Moi, je trouve même que le ministère de la Culture est inutile au Sénégal, à l'écrivain, à l'artiste, de faire... Vous croyez que Youssou Ndour a tendu la main à l'État pour parvenir là où il est? Non. Et les autres, non, ils ont travaillé eux-mêmes et ils n'ont demandé à personne. C'est ce qui leur donne la liberté de ton de pouvoir parler. Un artiste n'a pas besoin d'un ministre ou d'un gouvernement pour lui tendre la main. Il faut aider. Moi, je suis désolé quand je vois des artistes. C'est la Covid, c'est cela. Il faut nous donner de quoi vivre. Non, c'est pas le travail d'un artiste. Un artiste travaille. Et si les gens acceptent ce qu'il fait et qu'il paye pour avoir son œuvre, c'est mieux. S'il n'y parvient pas, il n'a pas à tendre la main. Moi, je ne tendrai jamais ma main à l'État pour lui demander un rond. Quel que soit mon problème, je le ferai. Et je n'ai pas besoin d'un ministre de la Culture pour me gérer. Aucun ministre de la Culture ne peut me gérer. Vous savez, le ministère de la Culture, c'est une création de Charles de Gaulle pour faire plaisir à Malraux. Et on a créé un ministère de la Culture. Vous voyez un ministère de la Culture en Allemagne, aux États-Unis, partout au monde, mais il n'y en a pas. Là où la culture fait marcher et fait vivre les artistes, il n'y a pas un ministère de la Culture. En Amérique, il n'y a pas de ministère de la Culture. Il y a certains qui ont essayé avec Mélina Mercouri en Grèce, mais ça, c'était les colonels qui voulaient se faire... Mais vous n'entendrez plus parler de ministère de la Culture. Et c'est un ministère qui devait être supprimé au Sénégal. Mais à quand le prochain roman? Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire. C'est un chantier. Mais je suis malade. Je suis malade et le médecin m'a dit de faire très attention avec le stress que ça provoque. Fais attention parce que tu as une maladie cardiaque, donc trop de stress, trop de, tu risques de... Maintenant, les temps ont changé, on n'écrit plus avec les stylos Bic. J'ai toujours écrit avec un stylo. Je n'ai même pas de téléphone. Ça, c'est vrai, il n'a pas de téléphone. Même mes Ramata, j'ai donné le manuscrit écrit à la main à Gallimard. Ils ont lu. Dans le cahier, ils m'ont dit qu'il faut l'amener à la frappe et nous donner le manuscrit, on va le publier. Jusqu'à présent, je connais, je suis un véritable analphabète des NTIC, comme on les appelle, franchement. J'écris toujours à la main, avec mon classeur, mon bic posé sur mon genou, je n'ai même pas de table, et je me mets à écrire. Tous mes romans, je les ai écrits sur mes genoux, ici. Monsieur Abass Ndione, merci. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Merci moi, également. C'est un grand honneur en venant, comment dirais-je, vous entretenir avec moi. Et j'espère qu'à partir de cet entretien, 2 ou 3 personnes trouveront que mon livre mérite d'être acheté et qu'ils l'achèteront. Et c'est moi qui gagne. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie infiniment. En tout cas, merci également à Madame Maimouna Ndione qui a le téléphone parce que M. Abass Ndione n'a pas de téléphone. Il a dit. Voilà. On est ensemble depuis 51 ans. Machallah. On s'est mariés. Le lendemain, Lamine Gueye et le président Lamine Gueye est mort. Et jusqu'à présent, on est ensemble. Machallah, en tout cas, elle nous a... Et tout le monde avait dit que c'était un mariage qui n'allait pas durer. Parce mais que pourquoi? moi, je suis un vagabond qui ne respecte rien. Et je suis avec elle depuis 52 ans. Mais je n'ai pas une autre épouse. C'était la grand-mère des enfants. Je ne saurais la remercier, vraiment. Parce que c'est pas facile de vivre avec un écrivain. Vraiment. C'est pas facile. Elle a tout supporté. Et je la remercie pour ça. Merci. Mais elle doit être satisfaite parce qu'elle est la mère de tous les enfants et la grand-mère de tous les petits-enfants. Ça suffit comme plaisir, on ne peut pas le payer. Voilà, en tout cas, merci. C'est la fin de ce présent numéro de École en question. Merci de l'avoir suivi. Merci à Oumar Ba aux opérations techniques, à la logistique Mamadou Bari, coordination Alpha Sedi, Babacar Ndiaye. Devant ce micro, Arona Diouf, École en question revient dans 15 jours. L'école en question, question d'école. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Le gouvernement
le CUSEMS, des parents, des élèves, des ONG, qu'ils discutent, qu'ils règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas. On ne fera pas de session au Sénégal. L'école en question, question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière.